Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Universcience s'intéresse en ce numéro aux savoirs ethno-climatologiques en pays Weme et Roli, fondements et implications économiques et socio-culturelles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous nous suivez sur la 108.0 FM Radio Univers et nous sommes avec Akibou Akilele, docteur en ethnoclimatologie. C'est bien lui, l'invité que nous avons l'honneur de recevoir. Docteur Akibou Akilele, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour ce temps que vous nous accordez. Merci à vous. Frugius Kotomale est également journaliste scientifique. Il est là pour nous accompagner dans la direction de cette émission. Frugius Kotomale, bonsoir. Bonsoir Cyril Bounou. Nous démarrons l'émission proprement dite et d'entrée, nous demandons à Dr Akibou Akilele de nous parler de son histoire avec la science. Merci cher ami. Les relations qui existent entre la science et moi sont des relations qui datent, je dirais, de 2006. Parce qu'en 2006, j'ai fini avec les cours théoriques en ce qui concerne les recherches pour le mémoire de maîtrise. Alors c'est à l'occasion que j'ai choisi un sujet, le sujet qui porte sur l'interprétation socio-anthropologique des indicateurs de la dynamique du climat dans le département du Plateau. Bien avant ça, j'ai connu le professeur Elo Jogo-Allé lors d'un exposé en amphi qui portait sur les crises socio-économiques au Bénin en 1989. Voilà. Et au cours de cet exposé, j'avais donc été remarqué. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé d'aller le voir au laboratoire de climatologie. Donc j'étais parti le voir. Il a commencé à partir de ce jour à me confier un certain nombre de tâches. Et c'est comme ça que je suis rentré de façon informelle au laboratoire de climatologie où la recherche scientifique a démarré. Lorsqu'on parle de climat, on se réfère généralement aux approches empiriques, mais vous intégrez cette notion à la flore et vous intégrez à cette notion, j'allais dire, la flore et la faune, et on parle alors d'ethnoclimatologie. Quel est l'intérêt de cette approche? Non, bon, en fait, l'ethnoclimatologie, ce n'est pas forcément une intégration centrée sur la flore, la faune, mais plutôt c'est que nos parents prennent appui sur l'observation des espèces aussi bien animales que végétales pour en réalité connaître le type de temps qu'il fait ou qu'il fera. Et à partir de cela, prendre des décisions en matière donc de planification des activités, que ce soit des activités champêtres ou bien des activités au niveau donc de la pêche pour ce qui en réalité occupe globalement les parents. Bonsoir docteur Akibou Akindele. Alors, nous débattons des savoirs ethno-climatologiques au pays Weme et Roli, fondements et implications économiques et socio-culturelles. Déjà, pourquoi votre choix est porté sur les pays Weme et Roli? Merci bien. Natif du pays Weme, moi-même, pas alliance. Pas alliance. Sinon, en vérité, je suis Roli. Voyez-vous, mes parents sont donc d'origine Roli. J'ai vécu tout le temps en pays Roli et je me suis intéressé à cet espace-là parce que il y avait bien d'indices qui m'amenaient vers cela. À savoir que mon grand-père, quand je l'accompagnais pour aller au champ, il avait l'habitude de me dire, mon petit, si tu entends le koukal du Sénégal, ce qu'on appelle le Centropus sénégalensis, les Roli l'appellent Aloulou. Il dit, si tu l'entends en train de crier de façon répétée, attention, il faut prendre très disposition parce que il se peut qu'il y ait précipitation. Donc, en regardant ça, je me suis dit, il y a des réalités
chez nous que nous devons essayer d'étudier pour pouvoir avoir une idée sur ce qui a gouverné la planification, l'organisation de la vie au niveau des parents. Alors, le pays Wémé s'est ajouté à ça parce que j'ai eu la chance de faire des projets dans cet espace-là. Et pendant que j'étais en train donc de réaliser ces projets-là, j'ai constaté également qu'il y avait des mines d'or qui étaient cachées au sein donc des communautés locales Wémé. Et donc, c'est fondamentalement ces deux choses-là qui, en réalité, m'ont amené à coupler les deux espaces. Mais au-delà de ça, il y a un autre intérêt. C'est qu'il y a une diversité d'activités. Vous voyez par exemple le pays Holi. Le pays Holi, c'est fondamentalement l'agriculture qui est pratiquée. Quand vous venez en pays Wémé, il y a l'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a également la pêche. Mais quand vous lisez les documents sur l'ethnoclimatologie, qui est la science que je suis en train donc de pratiquer là, vous allez constater que les vrais savoirs sont développés dans ces deux domaines. Le domaine de l'agriculture et le domaine de la pêche. D'où le couplage ou la prise en compte de ces deux espaces géographiques là pour ma thèse. Ok, docteur, vous parlez des vrais savoirs et déjà ces savoirs, parlons vraiment de ces savoirs, quels sont les savoirs qui déterminent la variabilité du climat au pays Wémé? Tellement de savoirs, hein. Je voudrais peut-être commencer par parler... pas fredonner une chanson très rapidement pour montrer que les parents ont constaté très rapidement les variations ou les variabilités climatiques et puis cela les tient à cœur au point donc de fredonner des chansons autour de ça. En pays Wémé, qui en réalité se retrouve dans le grand groupe qu'on appelle le B. Voyez-vous, le Wémé, le Fon, tout ça, le Mina, l'Adja, tout ça, c'est dans un grand groupe socio-linguistique. Et ce grand groupe-là, c'est le groupe B. On est d'accord? Donc, il y a des similitudes. Il y a des tonalités qui vont peut-être varier, mais il y a des similitudes. On dit, Ahumono jado pame botinoja, Ahun jado pame on aokowane, Aokawa kelesi ipo keleto edaine, Tovini tamonudu. Lorsqu'il y a brouillard dans la vallée, il n'y a point de précipitation. Le brouillard de la vallée est indicateur d'un type de temps qui, en réalité, permet aux paysans de commencer par aller préparer son champ pour les semis, n'est-ce pas, de la saison à venir. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, là, il n'y a donc pas encore un élément de variabilité. Mais c'est un appel d'abord qu'on fait aux paysans pour dire, ok, va préparer ton champ pour les semis à venir. Quand le paysan le fait, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un rendement. Oui. Voyez-vous? Mais le rendement espéré n'étant pas au rendez-vous, vous allez constater qu'il y aura des chansons de mécontentement qui vont être fredonnées ailleurs. Et je vous le dis très rapidement en pays où on dit, inombimi, oh, kosibuya antae, kosibuya antao. Ìjọ̀gbò yóò dáadé kábàánì lọ́bù. Kò sówó lọ́ní ká lè ṣe pé gba ìṣẹ̀lẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí pa ìrọ̀ òjò mú gbogbo kò kọ́ ṣe é ráhùn-ráhùn. Là intervient la question donc des problèmes liés au climat. Oh, que je suis mécontent. Je suis mécontent parce qu'il n'y a rien à vendre. Les jours fixés pour les cérémonies de nos ancêtres nous ont surpris. Regardez par vous-même comment est-ce que l'absence de précipitation, n'est-ce pas, nous a plongé dans un désarroi. Voyez-vous, là, le climat intervient déjà parce que tout est collé à l'absence de la précipitation. Voilà. Alors donc, vous allez retrouver, que ce soit en pays Wémé ou en pays Holi, de ces genres de chansons ou des adages qui vont caractériser le climat dans son évolution, dans sa modification, dans les perturbations qui sont enregistrées de façon générale. Je ne sais pas si vous voulez que je continue sur cette lancée-là, parce que moi, j'ai dans mon sac plusieurs chansons qui sont liées, n'est-ce pas, au climat. Alors, vous avez, dans vos propos liminaires, vous avez dit que les gens se sont basés sur l'observation des espèces végétales ou animales, et tout ceci fait l'ethnoclimatologie. Alors, quand vous prenez par exemple la question des espèces végétales, il y a une espèce végétale qu'on appelle le Dracaena arborea. Les fonds l'appellent Agna. Quand vous prenez cette espèce-là, vous allez voir qu'il y a toujours de l'eau
dans la cime du Dracaena arborea. C'est toujours humide. Nous, quand on était petits, on allait chercher ça pour faire, en tout cas pour se chicoter un peu comme les égougous font là. Bon, parce qu'on était enfant, on portait jean, ça fait partie des espèces, lorsque vous vous chicotez avec, ça donne un son très fort. Bon, c'est vrai, on ne pouvait pas supporter la douleur, mais le son faisait en sorte que on croyait qu'on faisait quelque chose de bien là. Alors, le Dracaena arborea en pays humain a été ciblé comme l'une des espèces caractéristiques du climat et qui permet en réalité de rendre compte des problèmes climatiques. On dit Osimonovo elo, Osimonovo douanya soeme, akuna bodo, Simonovo, ae Simonovo douanya soeme. Et pour dire, l'eau ne finit jamais dans la cime du Dracaena arborea. Oui, qu'est-ce que cela oui, c'est ce que je veux expliquer. S'il arrive que l'eau finisse dans la cime du Dracaena arborea, le vrai paysan qui est habitué à la nature, il sait que nous sommes en train de dépasser ce qu'on peut qualifier d'une simple saison sèche et qu'on est en train de rentrer dans un prolongement de cette saison qui donne ce qu'on appelle maintenant la sécheresse. Voilà. Vous voyez. Donc, sachant cela, les gens prennent des dispositions pour ne pas subir les affres de ces problèmes-là, parce que ce qui tue le plus, c'est la non-information. Dès lors qu'on a l'information, que chacun peut prendre ses dispositions. On est d'accord? Vous voulez une espèce en pays holi? Parce que j'ai travaillé sur les deux espaces géographiques. Alors, si c'était en pays holi, il y a une espèce végétale, c'est de la famille du gombo, mais c'est un gombo sauvage. On appelle ça en holi ila eron, c'est-à-dire le gombo de la saison sèche. Et quand vous regardez même dans le nom qui est donné à cette espèce-là en milieu réel, pour pas des boutades, les gens disent ça s'appelle Beunkonya Nkoso, c'est-à-dire s'il n'y a pas la saison sèche à un niveau donné, je ne donne pas de fruits pour caractériser l'espèce. Vous voyez donc, les gens ont observé les phénophases ou les stades de développement des espèces végétales pour pouvoir mettre en place ces genres de connaissances qui, ma foi, sont des connaissances qu'il faut aller chercher, aller tracer pour pouvoir prendre de très bonnes décisions, parce que ce qui nous manque le plus, c'est que nous sommes en train de négliger ces savoirs-là. Et ces savoirs ne devraient pas être négligés. Parce que en milieu réel, on dit, c'est ce que j'ai vu mon père faire. C'est ce que mon grand-père a fait. Donc c'est comme ça on le fait. Vous comprenez? Donc il y a une difficulté c'est-à-dire une faible malléabilité en fait. Et donc quand nous, scientifiques, on porte le manteau de scientifique et quand on va en milieu réel, on n'a rien à imposer. Nous avons juste besoin de venir avec des informations qui, en réalité, doivent permettre de compléter ce qui existe. Mais ce qui existe, il faut qu'on les retrace. Parce que dans tout ce qui est dit, tout n'est pas vrai non plus. Oui. Ok, docteur, vous avez notamment parlé des espèces végétales. Oui. Et je voudrais demander, est-ce qui concerne le Vernonia sauvage? Est-ce que vous avez eu à traverser ça? Oui, c'est le Vernonia sauvage. Jusque-là, je suis en train de faire une recherche par rapport à ça. Dans ma thèse, je l'ai appelé le Vernonia amygdanila. Tout récemment, j'ai échangé avec le professeur Toko. Il m'a dit que le Vernonia amygdanila, c'est pas en réalité le Vernonia sauvage. J'ai tenté de l'appeler le Cinerea, parce que c'est une autre chose là. Mais jusque-là, je n'ai pas encore un résultat fiable par rapport à ça. Ce qui est sûr, ce qu'on a appelé Vernonia sauvage, qui a été retrouvé pendant que j'étais en train de faire mes investigations sur le terrain, c'est une espèce qui donne des fleurs en plein cœur de saison sèche. C'est comme le Spathodea campanulata, qui également se comporte de cette façon-là. Les fonds l'appellent Adada. Adada donne de nouvelles feuilles en plein cœur de saison sèche. Voilà. C'est formidable. Et donc quand les gens voient ça, ils savent exactement. C'est comme le calendrier que nous avons à disposition pour les parents. Quand ils voient ces indicateurs, ils savent que, attention, nous sommes déjà en plein cœur de saison. Voilà, donc telle activité doit commencer. Est-ce que vous voyez? Voilà donc
un peu. Bien à vous, docteur. Nous sommes au sein du laboratoire Pierre Panier au climat, écosystème et développement. C'est bien sûr l'initiative Sciences au Labo de votre émission Universcience. Sciences au Labo. Sciences au Labo. Sciences au Labo, une saison consacrée au climat, à l'eau, les écosystèmes et le développement. Sciences au Labo. Sciences au Labo. Nous sommes au laboratoire Pierre Panier. Pierre Panier. Vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes sur Universcience, comme vous l'avez tantôt su, et nous parlons des savoirs ethnoclimatologiques en pays Women Roli, fondements et implications économiques et socioculturelles. Nous sommes avec Akinele Akibou Akinele, il est docteur en ethnoclimatologie. Docteur, vous disiez tantôt, vous avez tantôt énuméré un certain nombre de savoirs qui quand même aident à déterminer la variabilité climatique, aussi bien en pays Women qu'en pays Roli. Et en tant que chercheur, dites-nous si, selon vous, ces savoirs sont fondés. Ah, bien sûr, ces savoirs sont fondés, très fondés d'ailleurs, parce que nos parents, comme j'ai l'habitude de le dire, n'ont pas attendu les premiers pluviomètres ou thermomètres, anémomètres, tout ce que j'appelle les êtres, la famille des êtres. Ils n'ont pas attendu ça avant de commencer par pratiquer l'agriculture, avant de commencer par aller à la pêche. Parce que vous voyez, ça vous doit dire quoi? Ils ont une certaine connaissance de la nature qui leur permettait de prendre ces décisions. Et donc c'est sur la base de ces savoirs-là que nous sommes en train d'énumérer qu'ils ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des compléments via ces nouvelles recherches que nous faisons et qui impactent à travers les projets et autres. Mais dire que ce n'est pas fondé, c'est pas du tout réel. C'est des savoirs bien fondés. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que on doit essayer de retracer ces savoirs. Parce que nous les avons laissés pendant longtemps. Voyez-vous, l'histoire nous enseigne que c'est en 1921, n'est-ce pas, que nous avons eu droit au premier poste pluviométrique au Bénin. Oui. Ou bien, mais est-ce que c'est en 1921 que nos parents ont commencé par faire l'agriculture? Non, bien avant ça. Voilà. Il y a un auteur, je crois c'est le professeur Outondi, dans un de ses écrits, qui disait étudier l'Afrique sans prendre en compte les connaissances endogènes, sans prendre en compte la tradition, cela revient à vouloir faire l'étude d'un homme à partir juste de ses squelettes. Et donc, il est vidé de son sang et de sa chair. Une telle étude ne pourrait donner aucun résultat probant. Donc, il faut qu'on aille à la source. C'est vrai, je le dis et je le répète, tout ce qui est à la source n'est pas forcément du réel. Il y a des boutades, il y a des imaginations qui sont parfois positives ou non, mais écoutez, on a besoin de retracer ces savoirs. Il faut retracer ces savoirs. Nous allons vraiment y revenir dans la suite. Pour le moment, nous allons parler des implications, aussi bien économiques que socioculturelles, de ces savoirs que vous venez d'énumérer en pays ouvert. Oui, merci bien. En fait, en termes d'implication, c'est que ces savoirs conditionnent toutes les activités qui sont réalisées. J'ai parlé fondamentalement du développement agricole. C'est grâce à ces savoirs-là que les pratiques agricoles que vous voyez en milieu réel sont développées. Et donc, en matière d'implication, c'est que ce sont les savoirs endogènes, ce sont les savoirs ethnoclimatologiques qui gouvernent ou qui permettent aux populations d'organiser leur vie sociale, leur vie communautaire. Voilà, de façon simple, c'est ce qu'on peut. Et au pays Roli? Oui, dans les deux espaces, en vérité, c'est la même fonction. La même fonction, mais seulement que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos liminaires, c'est que en pays Roli, ces savoirs sont plus centrés sur l'agriculture, mais en pays Wémen, c'est plus sur l'agriculture et la pêche. Sinon, en pays Wémen, pour vous montrer un peu comment le climat est déterminant dans les activités socio-économiques, et il y a une chanson qui dit Poko boba fei badunja o kosi oboya gbe fei da ko buri igbeje Poko ali boba fei badunja o kosi oboya gbe fei da ma bikoto wahala di boko wahala ni kudio. Quand la pluie doit détruire les cultures, n'est-ce pas, et il n'y a pas autrement pour le paysan. Donc par exemple, si je prends cette chanson, c'est pris comme une fatalité.
alors que cela ne devait pas être le cas. Le rôle du scientifique que je suis, c'est de décrypter, n'est-ce pas, le contenu d'une telle chanson et de montrer un peu les limites. Pour dire non, mais écoutez, oui, c'est vrai, vous êtes sur un sol très capricieux, parce que en pays Wally, ça c'est le vertisol qui domine. On est dans la région du Saba là, les sols qui vraiment sont difficiles à travailler. Si vous avez mis pied là-bas une fois, vous saurez. Quelqu'un dit, ben pourquoi les Wally ne portent pas de chaussures? Je souris, je dis, mais toi il faut aller pour porter des chaussures. C'est pas une affaire de luxe, c'est pas une affaire d'argent, non. Et le milieu dans lequel les gens vivent leur impose cela à un moment donné. S'il pleut, vous êtes petit pour porter des chaussures et passer sur ce type de sol-là. Mais si vous devez en porter même, vous allez voir, c'est les campis là, ou bien comment on appelle ça. Voilà, les anti-goudrons, c'est les types de chaussures qui sont adaptés. Ils ne glissent pas. C'est ça ne glisse pas. Ouais, donc, ces populations ont développé ces connaissances-là pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre et continuer de vivre. Les limites qui sont dedans, on les relève en tant que scientifique. On travaille là-dessus pour pouvoir les aider à mieux gérer leur quotidien. Ok, déjà, et c'est de ces limites-là que nous allons vraiment parler. Et quand vous avez étudié en tant que chercheur, est-ce que tous les données et tous les savoirs endogènes qui sont utilisés par nos parents sont vérifiés? Non, tout n'est pas vérifié. Alors, quels sont encore ceux qui ne sont pas vérifiés? Bon, il y a des types de savoirs qui sont basés, par exemple, sur la croyance. Ça, c'est du dogme. C'est pas du domaine d'un chercheur scientifique de relever ça là. Je donne un exemple. En pays, on dit, les enfants pas qu'ils ont bebo batosinda koen ton FIFA diwa. Ça veut dire quoi? Ça dit se réveiller tôt le jour de la fête de la Pâque, aller à la source, prendre l'eau dans le sens contraire de son écoulement, attire une pluie bénite. Wow. Il faut être croyant pour croire à ça. Oui, on est d'accord? Oui. Donc, la source des dogmes, quoi. Voilà. Il y a de ces types de savoirs. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé là, je suis en train d'insister sur le fait que il faut qu'on fasse un bon répertoire, qu'on analyse et qu'on retrace les savoirs pour voir ce qui, en réalité, parmi ces savoirs-là, tiennent au point donc de faire office d'éléments de prise de décision et même de vulgarisation. Est-ce que vous voyez? Et là, à votre niveau, est-ce que vous avez une base de données de ces savoirs, les endogènes qui sont vraiment, qui sont vérifiés en fait, selon les recherches scientifiques? Bien sûr. Est-ce qu'on peut en avoir? Ah ben, tout à l'heure, j'ai dit que mon vieux père disait quand j'entends le centropiste sénégalensis commencer par dire oui. De me préparer à une pluie certaine. Voyez-vous, quand ça coïncide ici, oui, dans le domaine scientifique. Bien sûr, je voudrais en venir. Okay. Quand vous prenez les prévisions météorologiques, oui, il faut suivre. Peut-être sur 10 prévisions, on peut avoir 8 qui sont totalement vérifiées et 2 qui ratent. Des prévisions et des probabilités. On est d'accord? Donc nous sommes dans un contexte ici, on dit, bon, le cri répété du Koukar du Sénégal annonce une pluie. On est d'accord. Lorsque par exemple, moi j'ai fait mes travaux et que j'ai vérifié, ce qui se passe, ce n'est pas forcément qu'il y a précipitation. Mais quand vous suivez les instants à suivre, comme c'est dit là, vous allez voir qu'il y a une variation de la pression atmosphérique. Il y a une baisse de la pression atmosphérique. Et toutes choses qui, en réalité, caractérisent le début d'une précipitation. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des probabilités qui, ma foi, ne s'éloignent pas trop de la réalité. Voilà donc ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup d'autres proverbes ou adages comme ça. Les parents ont élaboré par exemple des adages sur la base de l'observation de l'homme à partir de ses comportements face au climat. Par exemple, en pays fond, vous allez entendre, les gens diront par exemple, c'est-à-dire que le rhumatisant, lorsqu'il commence par se tordre de douleur, c'est un indicateur fort de ce que les précipitations sont imminentes. Et si quelqu'un connaît effectivement quelqu'un qui souffre de ce mal-là, vous allez savoir que c'est des gens qui ne supportent pas la forte fraîcheur. Or, cette fraîcheur-là, c'est une des caractéristiques certaines
de l'annonce des précipitations. Est-ce que vous voyez? Justement. Voilà, donc, en pays Holi, par exemple, on dit, il a ses worry. Laissez au Holi, à Péroyeni. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les fentes que vous voyez au pied de Holi, tout ça, c'est des indicateurs, n'est-ce pas, de la sévérité de l'harmattan. Voilà. Qu'on appelle la lysée boréale dans un langage un peu plus scientifique. Vous êtes en train de nous parler de ce que ces savoirs sont très bien vérifiés. Ouais. Et vous parlez aussi tantôt de ce que ces savoirs doivent être tracés et donc par ricochet transmis à la génération qui est celle nouvelle. Ouais. Maintenant, quels sont les travaux qui sont effectués étant donné que ces savoirs sont déjà vérifier, il reste vraiment à les transmettre à la génération pour que cela soit vraiment perpétué. Quels sont ces travaux-là que vous avez effectués qui permettent quand même de transmettre ces savoirs à la jeune génération, je veux dire? C'est le rôle d'un scientifique, ça. J'ai fait des publications sur cette problématique-là, donc des articles qui ont été publiés dans des revues à l'échelle internationale, à l'échelle nationale également. Mais il faut reconnaître, si je dois parler des savoirs ethnoclimatologiques sans faire référence à quelqu'un qui m'a dévancé dans ce domaine-là, ce ne serait pas bien. Il y a le professeur Bokono Ganta, Estas, qui depuis 1982 a commencé ses recherches dans le domaine des savoirs ethnoclimatologiques. Quand vous lisez la thèse du professeur Michel Boko, sa thèse d'État en 88, vous allez voir des traces de l'ethnoclimatologie également dans cette thèse-là, parce qu'il y a des terminologies en langue locale, comment on appelle la saison sèche, comment on appelle la saison pluvieuse, tout ça. Donc, voyez-vous, les travaux ont démarré depuis cet instant-là dans l'arène scientifique béninoise. Et pour aller un peu plus loin, déjà en 90, ils ont publié un document qu'ils ont appelé Essai d'ethnoclimatologie. En 91 également, il y a eu un travail des gens qui a été fait. Avant que nous, à partir de 2009, 2010, jusqu'à ce jour, l'ethnoclimatologie est devenue en réalité une source intarissable pour les jeunes chercheurs. Alors, qu'est-ce que on doit faire pour que ces savoirs-là puissent être utiles? J'ai dit qu'il faut les retracer. Comment les retracer? C'est déjà à partir de ces travaux que nous sommes en train de faire. Là, vous voyez, avant, ces savoirs étaient laissés. Ce sont des savoirs qui sont très anciens, mais qui ont été oubliés à un moment donné. Parce que vous allez voir, la plupart de mes collègues qui sont passés par ici vont vous parler. Si vous ouvrez les thèses, vous allez voir des formules mathématiques. Vous allez voir des statistiques de haut niveau, tout ça. C'est avec ça qu'ils ont démontré que oui, le climat est en train de changer. La température augmente. Les précipitations sont à la baisse. Et tout ceci a des conséquences sur les paysans. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé des tests paramétriques. Mais voilà. Mais moi, je dis non, mais écoutez, il faut qu'on aille à la source pour voir tout ce dont nous sommes en train de parler là. Comment est-ce que c'est vécu en milieu réel? Pour qu'il y ait une complémentarité entre ce qu'ils ont fait et ce que nous, on est en train de faire. Donc, quand on va coupler les deux, c'est sûr que nous aurons de très bonnes solutions qui vont nous permettre de sortir de ces problèmes climatiques-là. Alors, aujourd'hui, je vous annonce, depuis la COP 21, il y a une décision, la décision 7.5, si j'ai bonne souvenance, prise à la COP 21, qui en réalité fait des savoirs ou des connaissances des peuples autochtones ou des communautés locales un élément de gestion des changements climatiques. Et il y a une décision qui a été prise par rapport à ça. Comme on appelle à Katowice, c'est ça à Katowice, à COP24, ils ont pris une décision et aujourd'hui dans les plans nationaux d'adaptation, on doit intégrer les savoirs endogènes. J'étais à Parakou du 7 au 10 passé pour un atelier national qui voudrait que l'on donne le chemin par lequel on va intégrer dans notre plan national d'adaptation les savoirs endogènes. Vous voyez, ça devient vraiment... Donc on était avec les communautés locales, on était là avec
les Peuls, Adja, Mina, Roli, voilà, Idacha, voilà. Ils sont venus partager avec nous ce qu'ils connaissent du climat, comment ils vivent cela, comment ils s'adaptent, etc. etc. Voilà. Voilà bien des travaux que vous avez effectués pour quand même que ces savoirs soient retransmis. Avez-vous cette étude-là que ces travaux ont impacté au moins vos contrées considérées? Je veux parler de Roli et Ouéma. Ah oui, ben, j'ai la certitude. J'ai la certitude. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement qui garantit que la certitude de l'impact de ces travaux-là y est. Quand j'ai fini de présenter ma thèse, j'ai eu l'occasion de retourner en milieu réel, n'est-ce pas? Et quand j'ai fait juste un petit exercice avec les parents qui m'avaient en réalité accueilli et qui m'ont donné ce savoir-là. J'ai fait ce qu'on appelle un feedback. Je suis reparti les voir pour dire, bon, les savoirs que je suis venu, n'est-ce pas, prendre chez vous, voilà comment ça a été travaillé. Parce que je vous rappelle que c'est pas tel que c'est dit brut là, que le scientifique revient, non, on travaille là-dessus, on affine et on analyse. Ok. Nos parents disent que lorsque vous voyez l'hirondelle, on appelle, le nom scientifique c'est Hirundo rustica, les fonds l'appellent azoré. Hein, les Nago, les Roli l'appellent Japadouedoué. On dit que quand vous voyez cet oiseau à haute altitude, voler à haute altitude, cela est indicateur d'un beau temps. Mais le vol à basse altitude de cet oiseau est indicateur de l'imminence des précipitations. Ok. Moi, c'est ce qu'on m'a dit sur le terrain. Moi, quand je reviens en tant que scientifique au laboratoire, je cherche à comprendre qu'est-ce qui peut amener cet oiseau à se comporter de cette manière. Voilà. Est-ce que c'est un oiseau qui est véritablement sensible à la variation de la pression atmosphérique, au point donc d'être en haut, très haut, pendant qu'il fait beau temps, ou quand le temps est menaçant, il descend, etc. Et à la recherche, n'est-ce pas, des explications à ce que les parents m'ont dit, j'ai découvert que non, en réalité, les hirondelles vont très haut à la recherche de la proie, c'est-à-dire ce qu'ils vont manger, leur pitance. Et au nombre de ces éléments qu'ils mangent, il y a les éphémères, les mouches, les libellules, etc. qui, eux autres, sont des espèces très sensibles à la variation de la pression atmosphérique. Mais ce qui est perceptible, ce que les gens voient, c'est l'oiseau là. On ne voit pas les mouches là, très en haut, les libellules, très en haut, tout ça. Vous comprenez? Oui. Mais l'oiseau, lui, il se comporte comme ça parce que ce qu'il doit manger se retrouve à une altitude donnée. Donc finalement, je tire la conclusion de ce que ce n'est pas véritablement cet oiseau qui est le vrai indicateur, mais cet oiseau, c'est ce qui est perceptible. Voilà. Je retourne, je suis reparti, n'est-ce pas, en milieu réel, et j'ai dit, bon, voilà, quand j'ai fait mes recherches, voilà ce que j'ai compris. Ça, vraiment c'est bien. Si on dit ça Dankata, ça veut dire que c'est comme ça, c'est très bien, c'est formidable. Donc ça d'impact, hein, parce que j'ai eu la chance également de participer à des travaux de rédaction de certains plans de contingence, c'est-à-dire des plans pour gérer un peu les problèmes d'ordre climatique et d'autres problèmes ou d'autres contraintes de la vie. Et d'autres projets également m'ont fait appel, et à ces occasions-là, j'ai eu l'occasion, bon, du reste, j'ai essayé de restituer ce que les gens m'ont appris, ce que c'est devenu. Oui. C'est vraiment apprécié. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une politique qu'il faut mener pour que ces savoirs ne soient pas perdus? Parce qu'il y a génération après génération. Et si vous avez pu avoir ces informations dans leur de façon plus ou moins exhaustive, c'est parce que vous avez considéré des personnes de première main. Quelle politique il faut mener pour que des générations après vous, quand ils vont descendre dans ces contrées, puissent avoir aussi des personnes capables de leur fournir des informations que vous avez reçues? Oui, vous voyez, c'est le mal de l'Afrique. On dit que un vieillard qui meurt, une bibliothèque qui brûle. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vérifié dans tous les contextes aussi, parce que avant que cela ne soit une bibliothèque, il faudrait que le vieillard aussi soit quelqu'un de bien formé, de cultivé. Sinon, s'il est un vieillard vide, il aurait
En tout cas, ce ne serait pas une bibliothèque. Alors, ok, ce que je voudrais dire par rapport à la transmission de ces savoirs-là, il faut reconnaître d'abord qu'il y a une déconnexion entre cette génération que nous constituons et ces savoirs. Parce que ces savoirs, en réalité, quand vous plongez un peu dedans, vous allez voir, il y a certaines pratiques qui ne sont pas très orthodoxes, qui ne respectent pas le niveau de croyance que la jeune génération a aujourd'hui. Ce qui fait que cette génération se déconnecte de ces savoirs-là. Et puis, dans les savoirs, j'ai dit tout à l'heure, il y a des limites. Lorsque vous me transmettez une information, cette information doit être transmise par vous à votre collègue. Votre collègue doit faire pareil à une autre personne. Quand une information devient comme ça, la traçabilité ou le risque d'altération, voilà, ou le risque de perte d'information, ou le risque de création ou d'intégration de nouveaux paramètres dans ce savoir, le risque est élevé. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a d'abord ce problème, parce que nous sommes ici dans un contexte d'oralité. Tout c'est de bouche à oreille que ça se passe. C'est justement pour ça que nous, en tant que scientifiques, nous avons tout intérêt à travailler sur cette question-là, en fonction des groupes sociolinguistiques. Parce que, oui, nous avons déjà commencé, je vous rappelle peut-être si vous ne le savez pas, en 2015, j'ai eu la chance d'être désigné comme le chef de département de géographie au centre universitaire d'Adjara. Et la première chose que j'ai cherché à faire pendant que nos offres de formation étaient encore, je dirais, dandinantes là, c'est d'intégrer le cours sur les savoirs endogènes qui portent sur le climat. Voilà. C'est d'abord un premier essai et puis ça marche très bien. Nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui ces savoirs-là à cette génération qui est, bon, à ma génération, hein, vous voyez, je suis on est de la même génération. Donc, c'est déjà un élément. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, c'est que au niveau national, à l'international d'abord, il y a déjà des décisions qui sont prises pour que ces savoirs soient mieux valorisés. Je pense que de plus en plus, on ne va plus parler de la disparition. L'essentiel, c'est qu'on se réveille tôt avant que ces personnes qui, en réalité, sont désignées comme les bibliothèques communautaires, n'est-ce pas, ne disparaissent de la terre. Parce qu'il y en a qui ont déjà effectivement disparu. Il faut qu'on fasse vite. Okay. On retient donc que ces savoirs ne vont pas disparaître. Et déjà, vous disiez quelque part que tout ce qui n'est pas actualisé est voué à l'échec. Et là, vous pensez que ces savoirs ont besoin d'une actualisation? Tout ce qui n'est pas actualisé est voué à l'échec. Tout ce qui n'est pas actualisé peut être non conservé. Il faut que j'ajoute peut-être ça pour me dédouaner de cette disparition programmée des savoirs. Non, les savoirs, quand bien même, elles n'ont pas besoin, ou du reste, ils n'ont pas besoin, ces savoirs, d'une actualisation. Non, ces savoirs ont besoin d'être conservés, d'être connus d'abord, d'être étudiés pour voir lesquels on peut prendre en considération pour travailler sur le terrain. Alors, voyez-vous, les savoirs vont commencer par bouger à un moment donné, ça ne serait plus endogène. Ce qui est endogène, c'est ce qui est autochtone, ce qui est naturel, ce qu'on est venu voir et qui n'a pas subi un effet extérieur. On est d'accord, sinon ce serait exogène. Alors, mais le fait qu'il y ait contact entre plusieurs communautés, ça peut déjà agir sur les savoirs. Ça peut déjà agir sur les savoirs parce que vous voyez l'ouverture sur le monde. Ça fait en sorte que on modifie certaines pratiques, on modifie certaines connaissances qui ne respectent plus ce qu'on peut appeler endogène parce qu'il y a déjà un mixage. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il s'agit de voir comment nous allons faire pour que les différents savoirs qui sont en réalité dans le domaine du climat puissent être récoltés, répertoriés, analysés par la suite au laboratoire pour des prises de décision. Ça ne va pas disparaître. Bien à vous, docteur. Et cette émission tend vers sa fin et nous allons très rapidement aborder la place de ces savoirs d'ethnoclimatologie
climatologiques dans l'économie des contrées Wemé et Holi? La place de ces savoirs Oui. dans l'économie Des contrées concernées, Wemé et Holi, voilà. et aussi dans le pays en général. Ok. Après, je vous ai dit que il n'y a que ces savoirs qui gouvernent les prises de décision dans ces milieux. Donc, finalement, si l'économie est prospère, je n'en sais rien par rapport aux indices ou aux indicateurs. Si l'économie est prospère un jour en pays où est là, il faut savoir que ce sont ces savoirs-là qui ont gouverné ça. Maintenant, si ça n'a pas marché non plus, il faut savoir que ces savoirs-là, on peut aussi les incriminer. Parce que tout est fait sur la base des connaissances qui sont disponibles dans ce milieu-là. On est d'accord? Oui. Donc, c'est comme ça que je loge les savoirs dans l'économie des peuples. Et actuellement, quel est l'état des lieux? Actuellement? Non, vous connaissez la situation nationale. L'économie se porte bien, non? On peut le dire comme ça. Une dernière chose très rapidement, et là, c'est à l'endroit de la population. Qu'est-ce que vous avez vraiment à dire à ces populations à la base, tout en tenant par rapport aux variabilités climatiques, comment elle peut tenir, la population peut tenir compte de ces savoirs endogènes pour s'adapter aux variabilités climatiques? Très belle question. Hein. Je pense que ces populations-là ont besoin de nous avons besoin d'elles pour travailler de commun accord, pour trouver les solutions qui vont permettre de mieux gérer les variabilités climatiques et les conséquences que cela engendre, n'est-ce pas, au niveau des activités qui sont les activités des populations. Et pour ça, il faut naturellement que l'on étudie véritablement les indicateurs phytométéorologiques ou géométéorologiques pour pouvoir avoir une certitude de ce que ces indices-là ou ces indicateurs sont scientifiquement certifiés. Wow. Et dès lors qu'on a fini de faire cette démarche-là, on peut aller maintenant vulgariser ces informations-là au niveau des populations locales pour dire, ok, regardez telle espèce. Dès lors que ça se comporte de telle façon, prenez vos dispositions. On n'a pas besoin en ce moment-là d'aller placer un instrument, tout ça. La population va vivre avec ce qu'elle a l'habitude de voir et en fonction de ça, elle va prendre la décision pour régler ses problèmes liés au climat. Oui. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être? Un mot de fin, je pense que on va dire juste merci à Radio Univers pour avoir initié cette émission qui permet, n'est-ce pas, de valoriser, les travaux scientifiques qui sont faits dans nos différents laboratoires. C'est tout à votre actif, c'est une bonne initiative. Aux collègues, n'est-ce pas, du laboratoire de climatologie, je dis merci, n'est-ce pas, pour m'avoir choisi aussi. Parce que j'aime pas, en réalité, tous ceux qui, n'est-ce pas, sont là, qui ont été déjà choisis. Et donc, la position qui me permet de venir ici pour parler, quand même un élément qui mérite d'être salué, le temps que les autres ne viennent. Parce que, oui. Alors, je dis merci, donc, à la population également qui nous suit de très loin. Et je leur demande juste de faire très attention parce que coronavirus, c'est sérieux. Il faut se protéger. Ou bien, oui. Avant que nous concluions cette émission, un travail ne se fait pas sans difficulté. Et le travail que vous faites et dont vous venez de parler est un bon travail et lourd aussi. Et quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? J'ai souffert. Énormément. Mais en fait, j'ai pas parlé de ces difficultés une fois que ce que je veux là, je l'ai obtenu. J'ai obtenu ce que je veux, donc je dis, bon, les difficultés, c'était un passage obligé. Ouais. Alors, du point de vue recherche, voilà une recherche que vous ne pouvez pas effectuer dans les quatre coins de votre mur. Non, il faut aller sur le terrain, il faut séjourner, n'est-ce pas, auprès donc des populations locales pour pouvoir avoir ces informations. Et naturellement,
je ne vous parlerai pas des dépenses. Non, ben, ça, c'est une réalité. Elle est inhérente à toute activité scientifique d'ailleurs. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, quand on séjourne avec la population à la base, il faut avoir des aptitudes véritablement qui vous mettent, qui vous intègrent dans cette population-là. Il ne faut pas aller faire le scientifique, le AKW, tout ça, vous n'aurez rien. Si vous devez faire un travail en ethnoclimatologie, vous allez sur le terrain, en pique, tout ça, vous n'aurez rien. Ça, c'est très sûr. Ça, je suis convaincu de ça. Parce que j'ai eu la chance également de travailler dans le cadre de ce sujet avec, par exemple, les faiseurs de pluie. Qu'on appelle les météorologues communautaires, ce que les fonds appellent les didontors ou les diclontors. On les respecte. Oui, voilà, des gens avec qui il y a séjourné. C'est beaucoup de choses. Si vous prenez votre croyance, je suis musulman, je suis chrétien, tout ça, vous ne pouvez rien faire dans le domaine de l'ethnoclimat. Parce que les gens vous parleront de certaines choses qui parfois peut-être ne sont pas totalement connectées avec ce que vous cherchez. C'est ça même la recherche. Mais vous êtes obligé donc de les accepter d'abord comme ça et puis ça évolue. Vous arrivez sous là-bas, par là, on vous sert d'avoir le sodavi, ou bien c'est vous qui leur servez ça. Peut-être que votre foi n'autorise pas que vous preniez du sodavi. Mais vous êtes obligé de faire avec pour pouvoir avoir ce que vous cherchez. C'est une aptitude qu'il faut développer quand on est chercheur. C'est formidable. Ouais. Nous vous remercions, docteur. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir et de recevoir de vous toutes ces informations. C'est ainsi que se refait, mesdames, messieurs, Universcience de ce jour. Elle a reçu docteur Akibou Akindele sur les savoirs ethnoclimatologiques en pays Women et Roli, fondements et implications économiques et socio-culturelles. Vous et moi savons désormais que c'est lorsqu'on puise de la flore et de la faune et aussi des données naturelles et on les implique au climat, qu'on parle d'ethnoclimatologie, une pratique fondée scientifiquement et ayant des implications aussi bien au plan économique que socio-culturel. Cette émission est une réalisation et une mise en onde respectivement de Massine Moué et de Ariel Bada. En direct chez vous, nous étions Fujus Kotomale et Cyril Boulou. Merci de votre attention et bonne soirée chez vous. Thank you.